Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Au sommaire, Faya Milimono fait un rétropédalage à 350 degrés. Le président du bloc libéral a déclaré la semaine dernière que l'actuel ministre de la Justice était le porte-parole des rebelles qui ont attaqué la Guinée en l'an 2000 avant de se démentir lui-même. Faya dit finalement qu'il a été trompé par sa source. Et puis on ira à la découverte de la République des Palaos, un archipel paradisiaque. Vous allez forcément admirer la beauté touristique de ce petit état composé de 250 îles et îlots dont la plupart ne sont pas habités. C'est tout pour le sommaire, tout de suite les détails. Une fois encore, bonsoir. Attention, vérifiez et recoupez les informations avant de les rendre publiques. On l'apprend en journalisme dès le b.a.-ba de ce métier. Mais peut-être ce n'est pas le cas en politique. En tout cas, le président du bloc libéral vient de passer à côté. En meeting la semaine dernière au siège de son parti, Faya Milimono a déclaré que l'actuel ministre de la Justice était le porte-parole des rebelles qui ont agressé la Guinée en l'an 2000. Une déclaration qui a suscité des vives réactions sur fond de démenti catégorique. Finalement, Faya a fait rétropédalage à 350 degrés. Il dit avoir été trompé par sa source. Le porte-parole des rebelles dont il parle serait plutôt un autre Mohamed Lamine Fofana et non l'actuel ministre de la Justice, à qui il a d'ailleurs présenté des excuses publiques dans l'émission Café Débat de ce mercredi. Suivez le décryptage de Mamadou Tanleba. Faya Milimono reconnaît son erreur. Dans sa récente sortie médiatique au siège du bloc libéral, l'homme politique a confondu l'actuel ministre de la Justice, Mohamed Lamine Fofana, au porte-parole des rebelles qui ont agressé la Guinée en 2000. Faya Milimono présente ses excuses au ministre. L'erreur, elle est humaine. Ça peut arriver. Je suis en politique depuis des décennies. Et les Guinéens me voient et constamment, je suis l'un des plus médiatisés. J'affirme, n'est-ce pas, des convictions. C'est la première fois que, avec mes sources et avec les vérifications que nous avons faites, on en est arrivé à une erreur. Ça veut dire que nul n'est infaillible. Malgré les excuses demandées, le ministre a lui décidé de porter plainte. Faya Milimono dit respecter la décision de Mohamed Lamine Fofana. Je ne commente pas et je ne juge pas sa position. Je respecte la position qu'il prend. La responsabilité que j'avais en tant que président du bloc libéral et en tant qu'auteur des propos, c'est de dire je fais une erreur, je demande pardon. Je n'ai pas la responsabilité de la réponse qui pouvait m'être donnée. Si la plainte a été faite, c'est que la réponse, comment on appelle ça, le pardon n'a pas été accepté. Et donc, comme tel, je respecte et donc je me prépare pour me défendre. Le nommé Mohamed Lamine Fofana concerné est le porte-parole des rebelles, une affaire judiciaire qui s'ajoute à une autre contre Faya Milimono. Café débat en intégralité, c'est tout à l'heure à 21h30. Mohamed Lamine Bangoura de Mosaïque Guinée et Fodé Baldé de l'UFR devraient comparaître ce mercredi encore au tribunal de Kaloum pour la suite du procès dans lequel ils sont accusés, entre autres, de diffamation et d'offense à l'encontre du chef de l'État. Mais finalement, l'audience a été reportée à la demande de leur avocat. Le tribunal a donné un autre rendez-vous, c'est ce jeudi 1er août. Mais là également, difficile de dire s'il y aura effectivement audience car cette date coïncide avec le début des vacances judiciaires. Suivez les explications dans Soubaïlou Baldé et Abdoulaye Keïta. C'est à la demande des avocats des prévenus que l'audience de ce mercredi a été reportée. Raison évoquée, l'absence d'un de leurs qui serait présentement hors Conakry. L'avocat de la partie civile, ayant bien reçu la notification de la demande de report, était venu au TPI de Kaloum juste pour s'assurer du respect de la dite demande. Nous sommes venus pour s'assurer que cette demande de renvoi a été bel et bien portée à la connaissance du tribunal et du parquet aussi qui est parti au procès. Et effectivement, nous l'avons vérifié, c'est effectif, étant donné que l'avocat consulté évoque des raisons professionnelles, donc nous ne pouvons que lui concéder ce renvoi.
L'audience est donc renvoyée à ce jeudi 1er août, date du début de la vacance judiciaire. Mais pour l'avocat de la partie civile, interrogé sur la question, cela n'a aucun inconvénient pour la tenue du procès. Les vacances judiciaires, c'est vrai, ça commence le 1er août, mais ça ne veut pas dire qu'aucune audience ne doit être tenue. Si les parties, surtout la défense, estime qu'elle est à mesure de plaider un dossier le 1er août, donc la moindre des choses, c'est d'être disponible et nous le sommes, comme toujours. Mohamed Bangoura, journaliste à Mosaïque Guinée, et Fodé Baldé, militant de l'UFR, sont les deux poursuivis dans cette affaire. Ils sont accusés d'injure, diffamation, production, diffusion et mise à disposition de données de nature à troubler l'ordre et la sécurité publique ou à porter atteinte à la dignité humaine et autres charges. Tout cela contre le président de la République, représenté par l'agent judiciaire de l'État. Il était prévu dans l'audience de ce mercredi d'entamer les plaidoiries des deux parties. Nous sommes prêts, comme d'ailleurs à la dernière audience, nous avons exprimé notre souhait de plaider le dossier parce que nous avons tous les éléments qui puissent nous permettre de développer, de démontrer au tribunal pourquoi nous sommes partie civile et en quoi les infractions reprochées au prévenu sont établies. L'avocat de la défense, qui était présent au tribunal, n'a pas accepté de se prêter aux questions des journalistes. La semaine de la culture et de la cohésion sociale à Dinguiraye. La phase active de cet événement annuel, c'est dans moins de 2 semaines. À travers une conférence de presse animée à Conakry, le bureau exécutif de l'association Dinguiraye Réflexion et Action lancé ce matin les activités de sa 2e édition. Le thème retenu cette année est Paix, gage de développement. Suivez les explications d'Alpha Ibrahima Touré. Les membres de l'ONG Dinguiraye Réflexion et Action étaient devant la presse ce mercredi pour parler des activités à réaliser lors de la semaine de la culture qu'ils comptent organiser du 10 au 19 août prochain dans la préfecture de Dinguiraye. D'entrée de jeu, Awa Soumaré, membre de cette association, a planté le décor. Comme vous le savez, Dinguiraye est l'une des villes les plus cosmopolites de la Guinée. Donc du coup, on a organisé une semaine culturelle. Nous avons plusieurs activités durant ces jours. Nous avons des conférences débats, nous avons des forums, des visites touristiques. Après l'intervention de Awa Soumaré, Lamine Ndiaye, un autre membre de l'association, a donné l'objectif visé par Dinguiraye Action au compte de cette année. Cette année spécialement, la semaine culturelle sera axée sur le renforcement du tissu social qui s'effrite de jour en jour. N'est pas sans savoir, les dernières élections n'ont pas laissé que des bonnes traces. Nous allons axer spécialement des sensibilisations sur la paix, l'unité nationale, la cohésion. Dinguiraye Action s'active pour une réconciliation dans cette partie désertique de la Guinée, mais aussi pour son développement, d'où l'organisation de cette semaine culturelle dans cette localité, a laissé entendre le vice-président Aliou Badra Sow. En termes de culture, nous avons des choses que vous ne verrez que chez nous. Nous avons des courants culturels qui n'existent que chez nous. Mais notre objectif, c'est de faire que le reste de la Guinée et le reste s'en approprie. Lors des dernières élections locales, Dinguiraye a connu une crise qui risque d'affecter la cohésion sociale dans la cité d'Oumartal. C'est pourquoi Macky Guissé est revenu sur la particularité de cette semaine de la culture qu'il compte mettre à profit pour renforcer les liens entre les fils de cette préfecture cosmopolite. L'événement cette année, parce que la première édition, on a dit semaine culturelle, artistique et sportive. Mais cette année, la deuxième édition, on a dit semaine de la culture et de la cohésion sociale. Donc c'est dire que la particularité vraiment c'est de ramener la paix, l'entente et l'unité pour que tout Dinguiraye parle d'un seul mot sur une seule voie avec un seul objectif, privilégier l'unité et le développement de Dinguiraye.
À présent, direction la République démocratique du Congo, plus précisément à Béni, une région dont les habitants sont toujours confrontés au phénomène de l'insécurité galopante, ce malgré les promesses du président Tshisekedi lors de sa campagne. Au moins 25 personnes ont été tuées en une semaine. Particulièrement choquée, la société civile invite les citoyens à refuser de payer l'impôt afin de faire réagir les autorités. Suivez. 12 civils, dont 2 enfants tués à la machette ou par balle. La dernière attaque signalée remonte à la semaine dernière. Les auteurs présumés pointés du doigt sont les milices ougandaises, des ADF. À Ouacha, la MONUSCO a beau patrouiller, la police être alertée. Rescapés et victimes ne se sentent pas en sécurité. La nuit approche, alors on se prépare. Les premiers feux sont allumés au beau milieu de la rue. Les familles s'apprêtent à veiller dehors par précaution pour montrer aussi aux autorités leur impuissance. 5 enfants dans la famille Mouliyama, même les plus jeunes dormiront à la belle étoile, protégés par la lueur du feu. On ne dort plus ici de par cette action. Nous nous souvenons de nos enfants kidnappés, des parents morts. Ils sont très nombreux. C'est pourquoi nous voulons que les autorités trouvent une solution. C'est par la grâce de Dieu que nous entendons le cri du coq le matin. Et là, nous disons ouf. Merci, nous avons un nouveau jour. Lors de sa visite en avril dans la région, le président Félix Tshisekedi avait réitéré sa promesse de campagne, celle de s'installer dans l'est du pays pour gouverner. À Béni, on attend, l'espoir s'amenuisant de voir la paix revenir, tout comme l'autorité de l'État. Nous réclamons la présence du président de la République, ici, à Ouacha. Nous avons suivi l'appel de la société civile nous demandant de dormir dehors. Il nous a également demandé de ne pas payer les taxes et les impôts. Et nous sommes d'accord, car ici, à Béni, rien ne marche. Béni avait déjà testé l'opération Ville Morte. Là, en appelant au boycott des impôts, la société civile espère priver l'État de ses moyens et le faire réagir plus promptement. Aux États-Unis d'Amérique, c'est le début des débats télévisés entre candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle prochaine. Ils sont au nombre de 20. La chaîne CNN a donc décidé de les séparer en 2 groupes. Les 10 premiers se sont retrouvés hier mardi sur un plateau houleux. L'ancien vice-président Bernie Sanders et Elizabeth Warren sont en tête des intentions de vote selon les derniers sondages. Suivez. Ils sont 20 candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle aux États-Unis. Si bien que la chaîne CNN a décidé de les séparer en 2 groupes. Les 10 premiers se retrouvaient donc mardi soir à Détroit, avec au programme l'opposition progressiste contre modérée. Dans le rôle des progressistes, Elizabeth Warren et Bernie Sanders défendent une couverture maladie universelle ou l'annulation des dettes étudiantes. Ils ont chacun 15% des intentions de vote pour les primaires et malheur à qui voudrait tempérer leurs ambitions. Les démocrates gagnent quand nous proposons des solutions réelles, pas des promesses impossibles. Quand nous proposons des choses concrètes, pas des contes de fées. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un prend la peine de se présenter à la présidence des États-Unis si c'est pour seulement parler de ce qu'on ne peut pas faire et ce pourquoi on ne doit pas se battre. Je ne comprends vraiment pas. Sur le plateau également, Pete Buttigieg, la jeune révélation de cette compétition. À 37 ans, il est 5e dans les sondages et tente de faire la synthèse. Il est temps d'arrêter de se soucier de ce que diront les républicains. Si nous suivons vraiment un programme très à gauche, ils diront que nous sommes une bande de socialistes complètement dingues. Si nous adoptons un programme conservateur, vous savez ce qu'ils diront? Ils diront que nous sommes une bande de socialistes complètement dingues. Alors, nous devons juste défendre des politiques justes. Malgré leurs divergences, tous se sont retrouvés pour dénoncer Trump et ses saillies racistes, xénophobes et sexistes, ajoute Bernie Sanders. Ce mercredi, les autres candidats se rencontreront, dont le favori des sondages, Joe Biden, 32% des intentions de vote. Accusé de mollesse lors d'un précédent débat, il devrait avoir à cœur de renverser cette impression.
Page écolo dans ce journal, on va à la découverte de la République des Palaos, un archipel paradisiaque situé à l'est des Philippines. C'est l'un des plus petits États, mais doté de potentialités touristiques tout à fait extraordinaires. Palaos, c'est un ensemble de 250 îles et îlots somptueux et dont la plupart sont inhabités. Pour préserver les fonds marins de cet archipel de l'océan Pacifique, les autorités ont décidé de limiter le nombre de touristes par an. Suivez ce reportage de nos confrères de France 2. C'est un des plus petits États du monde, perdu entre la mer des Philippines et l'océan Pacifique. L'un des plus méconnus, l'un des plus paradisiaques aussi. 250 îles et îlots somptueux, dont la plupart sont inhabités. La République des Palaos, c'est aussi une incroyable biodiversité sous-marine. Des coraux par milliers et des milliers d'espèces de poissons qui font la joie des amateurs de plongée. Pourtant, il n'y a que 100 000 touristes par an qui viennent ici, 15 fois moins qu'aux Maldives. Les chanceux sont ébahis par tant de beauté. C'est parfait, c'est magnifique. Mais attention, ici les touristes sont strictement encadrés. Voici Jérémy Devilliers, il est français et moniteur de plongée. Il ne peut pas emmener ses clients n'importe où, loin de là. Il n'y a que quelques plages dans tout le pays autorisées aux visiteurs. Ça paraît fou, c'est quand même un site de 1000 km² et il n'y a que 9 plages qui sont ouvertes, justement pour pouvoir préserver ça, concentrer les masses et ne pas avoir des déchets partout. Les autorités sont prêtes à prendre des mesures radicales pour protéger leur magnifique pays. Les eaux territoriales, par exemple, sont sanctuarisées depuis 2009, ce qui veut dire que la pêche commerciale est interdite. Palaos a donc renoncé à beaucoup d'argent. Et si les touristes veulent quand même venir, ils doivent payer. Cette politique a été mise en place par un homme, le président de la petite république. Il assiste aujourd'hui à l'inauguration d'un hôtel. Son objectif, dit-il, laisser le pays intact après lui. Ici, nous sommes ceux qui ressentons le plus les impacts directs du changement climatique. Je suis le grand-père de 6 enfants et pour moi, c'est la raison pour laquelle il faut que je prenne toutes ces mesures. Ce n'est pas seulement pour nous aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Une des mesures phares du président, dès l'arrivée à l'aéroport, tous les voyageurs doivent désormais signer un serment, imprimé directement sur leur passeport. La promesse de préserver l'environnement, la faune, la flore. C'est unique au monde. Le pays aurait pu gagner beaucoup d'argent, devenir une destination populaire pour des millions de touristes, développer des complexes, des resorts, des aéroports. Il a choisi le chemin inverse, un tourisme ultra limité. L'année dernière, par exemple, il n'y a que 375 Français qui ont mis les pieds à Palaos. C'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Ganga RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité.